catalogué par tous ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale en chair et en os comme le son le plus terrifiant que vous pouvez entendre vivant, le son des sirènes, des Junkers JB 87 Stuka, ou comme on les appelle communément les trompettes de Jéricho, et le plus rappelé par tous ceux qui ont eu le malheur d'être la cible de ces machines de guerre énigmatiques pendant 5 années civiles, marins, tankistes et soldats, craignaient instantanément le cri généré par ces avions. Mais quel était le sens de ces sirènes sur les Stuka? Quel était l'objectif de celles-ci? Beaucoup de gens pensent que ces dernières avaient un but humanitaire, donnant un avertissement qu'une zone allait être bombardée à l'avance. On pense aussi souvent qu'il s'agissait de simples gadgets pour abaisser le moral de la troupe régulière, ces raisons étant complètement ou partiellement erronées. Et en fait, il y a beaucoup plus de raisons liées à la manipulation même de l'avion, ainsi qu'à des raisons purement esthétiques. Aujourd'hui, nous répondrons à cette question. Et pourquoi pas? Nous verrons aussi comment le son curieux émis par les Stuks a évolué au fur et à mesure que le conflit progressait. L'origine de ce son provenait de différentes sources de l'avion, ou même des bombes qu'il larguait, changeant de ton et d'origine à mesure que le conflit se développait. Le Ju-87 serait développé au milieu des années 30 et verrait ses premiers combats dans la guerre civile espagnole entre 36 et 39. Mais il serait plus rappelé pour son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, particulièrement dans les premières années de conflit. C'était un bombardier en piqué, conçu pour que l'avion se lance des hauteurs en piqué, en larguant des bombes sur ses objectifs, afin de rendre les attaques extrêmement précises et soudaines. Ceux-ci avaient 2 membres d'équipage, un pilote qui contrôlait les mitrailleuses avant et libérait les bombes, et un artilleur qui s'occupait de la mitrailleuse défensive arrière. Étant extrêmement important car les Stuka étaient des avions considérablement lents et étaient susceptibles d'être attaqués par derrière. Le Stuka était lent, mais était équipé d'une multitude de systèmes de dernière technologie conçus pour les bombardements en piqué. Le plus intéressant était un système qui récupérait automatiquement l'avion une fois qu'il était en piqué. Comme vous le savez, plonger en piqué, comme le faisaient les Stuka, faisait subir à l'équipage des forces G vraiment fortes, ce qui pouvait provoquer des évanouissements chez les membres de l'équipage. Le système de récupération, lorsqu'il détectait que l'avion était à une certaine altitude, nivelait automatiquement l'avion, sauvant la machine d'une mort imminente. De cette façon, les membres d'équipage reprenaient de connaissance, une fois que l'avion était normalisé, également axé sur les bombardements en piqué. Les sirènes des Stuka ont été développées. Il y en avait 2, et elles étaient sur le train d'atterrissage fixe de l'essentiellement. Elles n'étaient qu'une pièce creuse de métal avec un petit trou. Lorsque les pales de l'hélice tournaient, l'air circulait à l'intérieur du trou, provoquant un grincement agaçant. Dans les modèles initiaux, les sirènes contenaient une petite pièce de métal qui garantissait que le son ne se produisait que lorsque l'avion piquait. La réalité est que la raison de ces dernières reste un débat très animé à ce jour. Néanmoins, il y a diverses théories communément admises. Selon les témoignages de pilotes survivants, les sirènes étaient là pour, par la force du son, prendre conscience de la vitesse à laquelle il plongeait, et ainsi pouvoir la contrôler. Car pendant qu'il visait avec le viseur, le pilote ne pouvait pas voir les instruments de mesure. Connaître constamment la vitesse était crucial pour la tactique de bombardement en piqué, à tel point que cela a justifié l'inclusion des sirènes sur les Stuka. Tous les pilotes n'aimaient pas le son des sirènes. Si le son était parfaitement assourdissant au sol, vous pouvez imaginer à quoi il ressemblait pour les membres d'équipage des Stuka. Mais lorsque les Stuka ont participé aux premières missions de bombardement à grande échelle, les pilotes Tarakolorodoro ont réalisé quelque chose de très intéressant. C'était le grand désordre et l'impact que le bruit des sirènes avait sur les troupes au sol. Son utilisation, bien qu'ennuyeuse, avait des utilisations intéressantes. Cependant, il existe des enregistrements indiquant que certains escadrons enlevaient ces sirènes, affirmant qu'elles alertaient, en réalité, les forces attaquées, quelques secondes avant de larguer les bombes, leur donnant une petite fenêtre de temps pour que les défenses anti-aériennes leur tirent dessus, en plus du bruit gênant déjà mentionné. Ces escadrons qui enlevaient les sirènes de leurs étuis utilisaient un substitut pour celles-ci. Ils mettaient des tubes ressemblant à des sifflets sur les queues des bombes. On ne sait pas exactement quand ces bombes à sifflets ont été utilisées, mais elles étaient déjà utilisées lors de la bataille d'Angleterre, donc très tôt dans le conflit.
Les sifflements générés par celles-ci sont à l'origine du sifflement que les bombes auraient né pendant plus de 60 ans dans toutes les œuvres de fiction. Avec ces sifflets, du bruit n'était produit que lorsque les bombes avaient déjà été larguées, et le bruit ne dérangeait pas les membres d'équipage de l'avion, donc le bruit des sirènes de Jéricho, qu'il soit produit par des bombes ou par les sirènes elles-mêmes, a fini par avoir pour objectif de diminuer le moral des troupes, bien qu'elles aient réellement été conçues initialement comme un autre instrument de mesure. L'effet déchirant du son des Stuka a laissé une grande empreinte dans l'esprit des personnes qui ont participé au conflit. George Spence a partagé une histoire sur son oncle qui a servi dans le conflit. Mon oncle Ian Clark a servi dans les convois russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Willard a été dans l'un des pires épisodes de la Seconde Guerre mondiale. Bien après la guerre, quand j'étais enfant dans les années 50 et 60, notre mère nous a avertis de ne pas parler de la guerre si mon oncle Ian était en notre compagnie. C'était parce qu'il était angoissé et tremblait visiblement. Ce qu'il a vu dans ces convois était inimaginable. Ian était un homme sensible et a dû supporter les scènes les plus épouvantables lorsqu'il était en mer. Il m'a dit qu'ils étaient régulièrement attaqués par les bombardiers en piqué Stuka, juste après avoir parlé à l'un de ses camarades marins. Un escadron de Stuka a attaqué. Et après l'attaque, il a vu la tête de son camarade flottant. Dans l'eau, il est rentré chez lui. Dévasté, les médecins de la marine ont donné des instructions à l'officier commandant Ian. Cet homme ne doit pas être renvoyé en mer. Pendant au moins 6 mois. Je pense souvent à mon oncle, un homme bien, très aimé par sa famille, mais constamment harcelé par les démons de son époque. Dans ces terribles convois, repose en paix. Dieu Ian, Dieu te gardera au ciel. Théâtre de guerre en Afrique du Nord. Depuis 19 novembre, une bataille féroce fait rage ici. Les Stuka décollent pour attaquer les chars embarrassants et les rassemblements de troupes à la frontière libyo-égyptienne. Les Stuka ont eu une performance inégalée lors des premières années du conflit. Cependant, à partir de la bataille d'Angleterre et de l'avancée alliée sur les deux fronts, les Stuka ont commencé à subir de nombreuses pertes en raison de leur lenteur. Les pertes ont été si abyssales que sur les 6000 unités produites jusqu'à la fin du conflit, moins de 16 ont survécu au conflit et seulement 2 avions sont aujourd'hui en état de voler et survivent à ce jour. Pendant la bataille d'Angleterre, en raison de l'augmentation soudaine des pertes des Stuka, le développement de ce qui serait son successeur a commencé, les Junkers Ju-100 87 Super Stuka. Le nouveau design était vraiment impressionnant. Pour le rendre plus rapide et donc moins vulnérable, le train d'atterrissage fixe a été remplacé par un train rétractable. De plus, une queue a été conçue capable de tourner 180 degrés vers le bas pendant le vol, de sorte qu'elle offrait une vue presque totale pour le tireur défensif, ne conservant que les caractéristiques de l'aile de mouette de son prédécesseur. Sa vitesse de pointe était de 400 km/h, seulement environ 100 km de plus que son prédécesseur. Comme nous pouvons le voir dans la conception des Super Stuka, les sirènes curieuses ont été complètement éliminées, optant plutôt pour l'option de bombe avec des sifflets, plus novatrice, et avec moins de problèmes comme nous l'avons mentionné auparavant. Au final, en 1943, le projet des Super Stuka a été annulé, car les améliorations n'ont pas réussi à impressionner le haut commandement. Ils ont choisi de conserver l'ancien design des Stuka modernisés, les Stuka Gu-87D et G, bien que leur design était des années 20. Il était clairement complètement dépassé malgré ces améliorations. Ainsi, le son des trompettes de Jéricho a retenti jusqu'à la fin du conflit, jusqu'à ce que le dernier Stuka soit abattu dans la bataille pour Berlin.